Développer davantage les partenariats économiques Sud-Sud et diversifier les partenariats Nord-Sud. Voilà le thème qui nous retient pour ce numéro. Et j'ai le plaisir d'en parler avec Madame Delali Atiopou. Elle est togolaise, résidente en France, faut-il le rappeler, et économiste de formation. Madame Atiopou est consultante en stratégie et en communication et membre du directoire par intérim du Parti des Togolais. Elle est aussi présidente de la commission communication et compétitivité du Centre africain de veille et d'intelligence économique, blogueuse et auteur de nombreuses notes sur le développement et l'économie africaine. Elle est aussi co-auteure de 2 ouvrages traitant de l'émergence et de la bonne gouvernance en Afrique. D'abord, il y a Moi président, sous la direction de Guy Guet, c'était en 2014, et puis l'année dernière, c'est-à-dire en 2016, il y a L'envol de l'épervier, le défi de l'émergence togolaise, c'était sous la direction de Kako Nubuko et Prosper D. Soulignons que Madame Atiopou est en direct dans Émergence par le biais du téléphone. Émergence. Madame Delali Atiopou, bonjour. Développer davantage les partenariats économiques Sud-Sud et diversifier les partenariats Nord-Sud. D'abord, quand on parle de partenariats économiques Sud-Sud, ça peut ressembler à un de ces concepts politiques qui restent souvent creux pour les populations. Comment le définissez-vous en général et spécifiquement dans le contexte actuel de l'émergence du continent? Bonjour et merci de m'avoir invité à votre émission. Écoutez, le partenariat économique Sud-Sud, si je dois le définir de façon très simple, très triviale, c'est aujourd'hui se dire que l'Afrique doit commencer à faire du commerce premièrement avec l'Afrique, à coopérer premièrement avec l'Afrique, à investir en Afrique, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sortons d'une période de plus de 50 ans, d'un demi-siècle après les indépendances. Et jusque-là, il y a eu une culture, surtout en Afrique francophone, je vais prendre le cas de nous, pays d'Afrique francophone, où le développement était programmé depuis l'ancienne colonie, depuis l'Occident. On avait des partenaires, des échanges ou des accords dits bilatéraux. On avait des agences en charge de notre développement qui prenaient la source de leurs décisions à l'étranger. On avait toute une culture d'aide au développement où nos choix économiques, nos choix de dépenses économiques ou notre choix de gestion de nos économies était tourné autour de rendre l'économie attrayante pour les investisseurs étrangers parce que nous étions convaincus que l'Afrique se développerait, nos pays se développeront parce que nous saurons attirer les investisseurs étrangers. Et quand je parle d'étrangers, je parle d'en dehors du continent africain. Et face à cela, il y a un réveil qui se fait africain, qui est de plus en plus vif, qui est de plus en plus criant en ce moment où les gens se disent mais il est peut-être temps que nous revenions à la vision de certains pères fondateurs. J'insiste sur la vision de pères fondateurs parce que le partenariat économique Sud-Sud n'est pas, quand on regarde bien, une idée nouvelle. Les pères de l'indépendance, je n'irai pas très loin, je parlerai de Sylvanus Olympio, ont milité très fortement pour que le premier partenaire d'affaires de l'Afrique soit l'Afrique. Si je prends un exemple très simple des chiffres aujourd'hui, l'Afrique, globalement, si on doit évaluer le volume des échanges, en Afrique, on va se rendre compte que l'Afrique échange à 75% avec l'extérieur et seulement à 15% avec elle-même. Donc, quand on voit le poids du commerce, si je dois vous donner par exemple un exemple simple, si 1 milliard d'échanges commerciaux ont été faits aujourd'hui par l'Afrique, on va se rendre compte que sur ces 1 milliard, 750 millions d'échanges seront faits avec l'étranger, l'Occident ou l'Amérique latine ou autre, et seulement un résidu de 250 millions ira au commerce
d'un pays africain vers un autre. Et c'est grave, et je pense que le défi aujourd'hui du développement, du partenariat économique sud-sud pour les États va être de trouver le moyen de faire en sorte que si je suis dirigeant togolais par exemple, me poser la question de savoir pourquoi c'est pas plus facile pour moi d'avoir des échanges commerciaux avec le Bénin ou le Ghana d'à côté, ou même le Nigeria qui n'est pas si loin, et que il y a plus de facilité au niveau des échanges, au niveau de la convertibilité de la monnaie, au niveau des importations, des barrières douanières tarifaires des fois. Pourquoi c'est encore plus facile parfois d'aller faire des affaires avec la Chine ou avec l'Europe qu'avec mon voisin, mon partenaire qui est au sein de l'espace CEDEAO avec moi. Quelle démarche entreprendre finalement aujourd'hui pour développer cette forme de partenariat? Vous savez, beaucoup de démarches ont été opérées pour harmoniser le marché africain, pour harmoniser les marchés sous-régionaux. Il y a eu des marchés sous-régionaux qui ont été créés. Il y a des normes au niveau du droit commercial, du droit des affaires. On peut parler de l'OHADA. La CEDEAO a fait des progrès, a établi des textes pour favoriser le libre-échange et l'émergence d'un marché unique dans les faits au niveau des pays membres. Donc, je ne pense pas qu'on puisse poser le problème en termes de démarche à faire. C'est surtout une prise de conscience qu'il faut qu'il y ait au niveau aussi bien des gouvernants que des populations. Nous avons fonctionné d'une certaine façon, les regards fixés en premier vers l'Occident pendant plusieurs décennies. Il va falloir qu'on puisse accepter en tant qu'Africains que l'opportunité, la vraie opportunité, la meilleure opportunité peut être tout aussi proche de moi que le pays voisin, peut être tout aussi proche que moi que le partenaire d'affaires au Bénin ou au Ghana, au Sénégal, etc. Et c'est cette prise de conscience. Il va falloir que nous commencions à valoriser le marché africain. Il va falloir que nous commencions à valoriser l'échange intra-africain et qu'il y ait cette véritable prise de conscience au niveau de nos gouvernements, que les textes de loi qui existent déjà, je vais prendre l'exemple des textes de la CEDEAO, soient enfin appliqués. Nous avons depuis des années des textes qui favorisent le libre-échange, des textes qui favorisent la libre circulation des personnes et des biens, des textes qui parlent d'exonération, par exemple, de frais de douane et aux frontières pour des produits qui ont été créés au sein de l'espace CEDEAO pour justement rendre plus attractif et plus compétitif cette production intracommunautaire. Mais dans les faits, on se rend compte, surtout, je prends le cas de l'espace CEDEAO, que les règles s'édictent très facilement, mais elles s'appliquent très difficilement. Je peux vous donner un exemple très récent et peut-être plus palpable pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est le cas qu'on a eu avec la cimenterie Dangote et tout ce que ça a créé comme tollé et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, si on rentre aujourd'hui dans les faits, si on veut réellement regarder au-delà de ce que Simtogo a pu dire, etc., ou de ce que Wassem peut penser, si nous regardons effectivement dans les faits, c'est que aujourd'hui, nous préférons continuer à favoriser des entreprises qui prennent leur source au niveau de la composition des capitaux de financement et des conseils d'administration à l'étranger, plutôt que le partenaire nigérian qui réussit à sortir un procédé de fabrication qui permet de produire moins cher en prenant comme prétexte le fait que nous allons mettre des salariés togolais en péril. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'appliquer les textes de la CEDEAO ou de ne pas les faire. Donc, le problème
pour répondre directement à votre question, c'est surtout une prise de conscience, c'est surtout au niveau de la mentalité. Nous avons des textes, nous avons des beaux discours, nous avons des beaux slogans. Maintenant, dans les faits, l'Afrique doit se dire, je vais aller chercher mes opportunités à côté. Oui, voilà, mais cela fait aussi penser quand même au commerce intra-africain avec le développement des échanges commerciaux entre les différents États sur le continent. Bien sûr qu'il s'agit complètement d'intensifier le commerce intra-africain. C'est de cela qu'il s'agit. Et aussi de commencer à penser à investir ensemble dans le potentiel, dans le meilleur potentiel, dans le plus grand potentiel. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, par exemple, nous avons chaque pays d'Afrique le Togo, par exemple, fait de la production, fait du phosphate. Nous savons que le Togo fait du café, du cacao et du coton. Nous savons que le point fort du Togo, lorsqu'il est bien géré, c'est le phosphate. Le coton, nous savons par exemple que le Togo n'est pas compétitif. En face, nous avons, juste à côté de nous, nous avons un Burkina qui est beaucoup plus compétitif que nous lorsqu'il s'agit de la production du Togo. Est-ce que la chose la plus opportune aujourd'hui pour le Togo, par exemple, c'est de se dire, moi aussi je veux absolument produire du coton ou moi aussi je veux continuer à produire du café ou du cacao, sachant que je ne vais jamais réussir à concurrencer un partenaire qui n'est pas tant mon concurrent que cela, si je le considère vraiment comme partenaire, tel que la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent que nous nous rassemblions au sein de notre espace économique et qu'on commence à dire, tiens, le Burkina, nous allons trouver une formule pour faire en sorte que la production du coton augmente au Burkina et que derrière, nous puissions transformer une partie de ce coton-là dans un autre pays de la sous-région qui a le savoir-faire. Je pense au Ghana, par exemple, qui commence à travailler, qui commence à être très fort sur la production du wax. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à raisonner ainsi? Est-ce que nous ne pouvons pas, le Togo, nous savons qu'il est fort dans la production de phosphate dans la sous-région. Est-ce que derrière, on ne peut pas commencer à miser sur la transformation de ce phosphate? Est-ce que pour en faire des intrants, pour en faire des engrais? Et est-ce que derrière là, on ne peut pas avoir des accords commerciaux qui feront que le Togo, au lieu d'envoyer en permanence des bateaux et des bateaux de phosphate à l'étranger, commence à commercer un produit qui a de la valeur ajoutée avec ses partenaires qui eux aussi sont dans l'agriculture. Ça, ce sont des questions pratiques, des détails pratiques que nous pouvons nous poser. Aujourd'hui, la mode, encore une fois, je prends le cas du Togo parce que c'est ce qui va parler le plus aux auditeurs. Aujourd'hui, tout le monde veut aller en Chine. Aujourd'hui, tout le monde veut faire du commerce avec la Chine. Mais je rêve d'une Afrique où bientôt nous allons commencer à nous dire, mais nous voulons aussi faire du commerce. Je veux faire mon riz. Le Sénégal est en train de faire un plan de développer son secteur risicole. Donc, je veux voir si il n'est pas plus intéressant pour moi de trouver ma production de riz au Sénégal et de faire des affaires au Sénégal pour distribuer le riz au Togo plutôt que de le faire avec la Chine. C'est ça. Donc, c'est une somme, c'est une association de décisions que nous prenons depuis la tête, depuis le sommet de l'État, jusqu'aux opérateurs économiques individuellement, qui vont faire de ce partenariat sud-sud une réalité. Et derrière, bien évidemment, il va falloir, comme certains les États le font, faciliter les échanges. Certes, on sait que c'est beaucoup plus facile. Si on me dit que c'est plus facile d'aller dans un pays parce qu'il est de la CEDEAO, nous avons un passeport CEDEAO aujourd'hui, il faut que dans les faits, aux frontières, je ne sois plus bloqué en allant au Ghana, par exemple, ou qu'un Ghanéen ne soit pas bloqué en arrivant au Togo et qu'on ne lui demande pas de payer quoi que ce soit, ou parce qu'il a un passeport CEDEAO et que nous commencions réellement à ce que ce soit dans les faits. À l'Union africaine,
Nous avons vu la dernière fois que on a sorti le passeport africain. C'est génial, c'est formidable, c'est un bon début. On l'a distribué aux chefs d'État et c'est bien, mais il va falloir aller au-delà de cela parce que ceux qui vont créer l'économie africaine, ce sont les Africains et pas forcément seulement les gouvernants. Madame Atiopo, avant de parler de la diversification du partenariat Nord-Sud, il faut quand même penser au rééquilibrage des termes d'échange. Comment y arriver? Cette question des termes de l'échange, elle est réelle et elle ne date pas d'hier. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous étiez déjà né, mais moi je l'étais déjà. Depuis les années 80, on en parlait déjà au niveau des assemblées, des réunions ACP-CEE qu'on avait au Togo. De quoi s'agit-il réellement? Comment aujourd'hui le défi pour l'Afrique, pour nos pays, pour nos producteurs, c'est de savoir comment pouvoir négocier avec un partenaire économique devant lequel nous sommes en position de faiblesse. Aujourd'hui, l'Afrique sait que son principal débouché, c'est l'Occident. C'est eux qui achètent nos matières premières et qui nous les renvoient une fois transformées. Et si je refuse aujourd'hui, parce que je peux demander à ce que mes prix soient augmentés, mais si celui qui achète dit qu'il ne veut pas acheter à ce prix-là et qu'à côté, je n'ai pas d'autre alternative, je n'ai pas d'autre acheteur à qui proposer ma marchandise, je suis quelque part lié. Et contre mon gré, je vais vendre ce que je produis très durement à un prix qui ne permet pas de faire vivre correctement mes producteurs. Et ça, c'est le problème qui dure depuis plusieurs décennies au niveau de l'Afrique. Comment faire? Déjà, il faut que l'Afrique, nous sortions d'une première forme d'hypocrisie, permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, en plus, nous avons signé il n'y a pas longtemps des accords de libre-échange avec l'Union européenne, mais l'Union européenne, par exemple, sponsorise ses agriculteurs. Ça veut dire que la production qui va venir de l'Europe et entrer librement dans notre espace CEDEAO, comme l'accord a été signé, va être forcément plus compétitive que la production locale. Et comment pallier à cela si en face, nos politiques économiques ne sont pas tournées justement à rendre nos agricultures plus productives? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand nous regardons nos politiques économiques, quand nous regardons le cas du Togo depuis plus de 10 ans de la présidence de Faure Gnassingbé qui en est à son 3e mandat, la politique, la gestion du pays a été tournée exclusivement autour du fait de rendre le pays, l'économie attractive aux investisseurs étrangers. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que pendant que nous rendons notre économie attractive aux investisseurs étrangers, comment fait-on pour que le Togolais, l'agriculteur togolais, les 70% de la force de travail que nous avons, qui sont des agriculteurs, comment fait-on pour qu'ils sortent de la pauvreté? Comment fait-on pour que aujourd'hui, le poulet importé de l'étranger, congelé, ne devienne pas plus attractif aux consommateurs togolais que le poulet élevé par un producteur? Comment fait-on aujourd'hui pour que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous en sommes au stade où le tilapia congelé importé de Chine est plus compétitif, est moins cher que le poisson pêché par nos pêcheurs qui sont dans la région du Katanga, etc. Comment fait-on? Et ça, c'est l'une des plus grosses failles, l'une des plus grosses erreurs de gouvernance de nos pays qui a été perpétrée pendant des décennies. Et nous payons le prix de ces mauvais choix de gouvernance parce que nous avons misé sur le fait d'avoir injecté de l'argent immédiatement dans le pays sans penser à l'avenir, sans penser à nous construire une identité économique. Et ce problème-là, il va falloir le résorber dans les années à venir. Comment y arriver? En exigeant que les règles du jeu changent et que ce jeu finalement de commerce entre le Nord et le Sud soit équitable, soit véritablement équitable pour tous et principalement qu'il y ait un rééquilibrage en faveur des États du Sud.
Et surtout, ça c'est la solution de l'utopie, parce que je ne pense pas que ça arrivera. Donc, que faire? Il va falloir que nous commencions nous-mêmes à rééquilibrer nos balances commerciales. Il va falloir que l'Afrique commerce avec l'Afrique. Et on va tourner, on tourne toujours autour de la même idée. Il va falloir que nous puissions aujourd'hui commencer à valoriser notre production, investir dans la transformation de nos productions afin de ne plus donner un produit brut que nous allons vendre à bas prix pour le racheter à un prix élevé et déséquilibrer nos balances commerciales et déséquilibrer, parce que c'est aussi ça, le déséquilibre au niveau de nos échanges, et commencer à avoir autant d'ambition et à tendre vers une compétition à armes égales dans un secteur dans un marché qui est de plus en plus ouvert et qui est de plus en plus concurrentiel. Donc pour cela, il va falloir investir, il va falloir aller vers la transformation de nos économies. Il va falloir qu'on se pose certaines questions. Est-ce que, par exemple, je prends l'exemple d'un marché qui fonctionne bien. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des mangues, de l'ananas, etc. pour les envoyer en Union européenne parce que ça se consomme bien. Est-ce que j'envoie la matière brute ou est-ce que je commence à produire du jus? Est-ce que je commence à produire du textile? Parce que je sais finalement que ça commencerait, l'Afrique pourrait devenir demain l'un des producteurs de ces denrées qui sont de toute façon demandées. Et lorsque je sais que je suis au début, au commencement du processus de production, c'est-à-dire la matière première, mais que je suis aussi à l'aval du processus de production, je peux commencer à mieux négocier mes échanges et je peux commencer à être un partenaire économique un peu plus inquiétant, je peux dire, et qui inspirera un peu plus de crainte et de respect vis-à-vis de ceux qui commercent avec moi. Émergence. Madame Delali Atiopou, quels sont les différents défis à relever? Les défis à relever vont être ceux de l'innovation, qui va passer par un investissement réel et sérieux, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les nouvelles technologies et que ce soit dans la santé, parce que c'est le capital humain qui va apporter aujourd'hui la valeur ajoutée à la production du secteur primaire. Ce sont les hommes qui donnent de la valeur à ce que la terre et ce que le sous-sol produit. Aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique a un sous-sol riche. Nous voyons que l'Afrique, c'est le grenier du monde. Nous voyons que l'Afrique a l'énergie, a le potentiel énergétique, que l'Afrique fournit les matières premières. Mais si l'Afrique pouvait aujourd'hui, l'Africain pouvait aujourd'hui contribuer à développer et donner de la valeur ajoutée à la matière première africaine, alors nous pourrons dire que nous sommes dans les prémices, dans l'ébauche d'un processus, d'un véritable processus d'émergence à l'africaine. Il faudra aussi diversifier les économies africaines peut-être? Je ne sais pas s'il faut parler de diversifier les économies africaines ou plutôt les transformer. Je préfère dire qu'il faille les transformer. Je m'explique. Nous produisons beaucoup de choses en Afrique aujourd'hui à l'état brut. Et ce qu'il manque maintenant, c'est de rajouter un peu de potentiel et de la valeur à ce que nous produisons. Et c'est là où la transformation intervient. La transformation, les spécialistes parlent de transformation structurelle de nos économies. Quand vous regardez l'histoire du développement de l'Occident, par exemple, leurs économies sont passées par une succession de révolutions. Il y a eu premièrement la révolution agricole qui a permis à la population qui vivait majoritairement de l'agriculture, d'accroître leur productivité, d'accroître leur production et de commencer à s'enrichir. Une fois que la production agricole a augmenté,
ils sont rentrés dans une phase de révolution industrielle et du secteur primaire est sorti un secteur secondaire où là, l'Europe s'est dotée d'usines, de manufactures, d'un savoir-faire aussi qui lui a permis aujourd'hui de transformer ce qu'elle produisait, de rajouter de la valeur et qui a commencé à faire voir à l'issue de cela l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes, les classes bourgeoises, etc. Par la suite, il y a eu une troisième révolution où on est sorti de l'industrialisation et on est arrivé au tertiaire. Et ça, c'est l'histoire du développement. En Afrique, il semble que nous essayons, et j'en avais parlé il y a quelques années dans une note que j'avais rédigée, en me posant la question de savoir si nous pouvons mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que nous voulons passer directement du primaire au tertiaire. Aujourd'hui, nous parlons d'investir dans le tourisme, dans les services. Nous voulons faire, j'ai entendu qu'on voulait faire du Togo une forme de Singapour, etc. Mais en avons-nous réellement les moyens? Notre population a-t-elle réellement les moyens? A-t-elle été suffisamment dotée de pouvoir d'achat pour faire vivre une industrie purement, une économie centrée purement sur le tertiaire? Ce sont des véritables questions qu'il faut que nous nous posons. Est-ce que nous faisons des choix qui sont des choix stratégiques au niveau de la gestion et au niveau de la planification de nos économies qui sont en cohérence avec l'environnement dans lequel nous vivons? Moi, en ce qui me concerne, je crois que le temps est venu pour l'Afrique et principalement pour ses économies dont plus de 70% de la population sont encore dans le secteur primaire, de développer ce secteur primaire en le rendant plus productif. Il va falloir que nous posions sérieusement sur la table la question de la subvention de nos agriculteurs et de nos exploitations agricoles, parce que c'est ainsi que l'Europe a fait pour s'en sortir, c'est ainsi que la Chine a fait pour s'en sortir, c'est ainsi que les États-Unis font pour s'en sortir. Il faut que nous posions cette question sur la table très sérieusement. Et secondo, une fois que notre production aura vraiment augmenté, il va falloir que nous puissions réellement rentrer dans une politique d'industrialisation, d'agro-industrie par exemple, de textile, etc. de l'Afrique. Nous produisons le coton, c'est une hérésie, nous devrions être, l'Afrique devrait être parmi les pionniers de la production du textile. Or, nous produisons la matière première, nous l'envoyons en Chine, en Inde et je ne sais où, et nous rachetons à des prix qui ne permettent pas à nos populations de s'offrir le luxe d'avoir quelque chose dont la matière première se pose chez nous. Donc, voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Émergence. Émergence. Mettre en exergue les transformations en profondeur qui permettront à l'Afrique de se refaire. Flam Sassi et ses invités veulent amener l'Africain à réaffirmer sa fierté d'appartenir à un continent en marche vers sa renaissance. Émergence. Le réveil de l'Afrique, c'est tous les vendredis de 9h à 10h avec Flam Sassi. Retour dans cette émission, et si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes dans la deuxième partie de l'émission Émergence sur Taxi FM. Développer davantage les partenariats économiques Sud-Sud et diversifier les partenariats Nord-Sud. Tel est le thème de notre entretien avec Madame Delali Atiopou, économiste de formation, consultante en communication et très engagée dans les questions relatives à l'émergence du continent africain. Émergence. Justement, madame, pour revenir à notre thème, le gros défi aujourd'hui pour l'Afrique serait de réduire la dépendance économique vis-à-vis de quelques vieilles puissances. Et justement, dans ce sens, la démarche serait quand même de s'ouvrir davantage aux économies émergentes, notamment celles qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Je crois que l'erreur que nous faisons très souvent, c'est de dire qu'il faille que l'Afrique réduise sa dépendance économique vis-à-vis des vieilles puissances et se tourne vers d'autres nouvelles puissances.
je pense que nous n'émergerons jamais tant que nous aurons ce schéma de raisonnement. Ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est qu'elle réduise sa dépendance économique tout court. Si elle veut se positionner en tant que future puissance émergente, les exemples que vous citez comme l'Inde, la Chine et le Brésil ou l'Afrique du Sud, vous savez, ils ne sont pas sortis de leur état de tiers-monde, comme ils étaient appelés il y a encore quelques années, à pays émergents, puis future puissance, en se disant qu'il faut que je sorte de la dépendance de l'Occident pour me mettre, par exemple, dans une autre forme de dépendance. Ils se sont dit, il faut que je commence à miser sur mes points forts et que je commence à me construire moi-même comme un géant économique. Et ça, c'est ce que l'Afrique doit faire. Ça, c'est le défi africain. Il ne s'agit pas pour nous de changer de partenaire économique incontournable ou de changer de fournisseur. Il s'agit pour nous de devenir, pour le reste du monde, le partenaire économique incontournable. Et nous avons tout ce qu'il nous faut pour le faire. Nous avons un marché de consommateurs. C'est nous qui avons aujourd'hui la population jeune et qui est devenue un potentiel pour aujourd'hui. Il y a quelques années de cela, certaines théories disait que la cause de la pauvreté de l'Afrique, c'était sa démographie galopante et le fait qu'on ait un taux de natalité trop grand et que ça créerait, ça occasionnerait notre perte. Aujourd'hui, les mêmes analystes se rendent compte que cette démographie galopante dans un monde vieillissant, dans un continent européen vieillissant, devient une opportunité. Aujourd'hui, les entreprises s'implantent en Afrique parce qu'ils savent que les consommateurs se trouvent là. Alors, si tout le monde autour de nous voit l'opportunité de notre marché, il est temps que, Africains, nous ouvrions les yeux pour nous dire qu'il y a quelque chose à faire. Si nous voulons devenir la puissance de demain, c'est maintenant que nous nous réveillons, c'est maintenant que nous nous construisons et c'est maintenant que nous regardons à l'Afrique et non à l'extérieur. S'ouvrir aux économies émergentes n'est pas une mauvaise chose. Ce que nous devons garder en tête, c'est la raison pour laquelle nous nous ouvrons et les objectifs que nous visons à travers cette ouverture. Donc, il faut absolument, dans ce processus d'ouverture vis-à-vis des économies émergentes, que nous sachions quels sont nos potentiels, quelles sont nos forces et qu'est-ce que nous pourrions apporter à ces économies-là pour que nous ne retombions pas dans les démons du passé avec un rapport commercial, un partenariat qui se fasse dans le déséquilibre. C'est ça. L'Afrique doit toujours se dire, je m'ouvre à la Chine, je m'ouvre à l'Inde, je m'ouvre au Brésil ou peu importe, c'est une bonne chose. Il y a quelque chose à prendre de cela, mais qu'est-ce que moi je peux apporter comme avantage? Quels sont les besoins de ces économies auxquelles je m'ouvre et comment est-ce que je peux faire en tant que continent, en tant qu'État pour pouvoir combler ces besoins, répondre à ces besoins afin qu'il ne s'agisse pas seulement de moi qui devienne un nouveau client pour des économies émergentes. Et il faut aussi que l'Afrique ne soit pas seulement l'éternel client, mais qu'il devienne aussi un producteur. Justement, est-ce qu'il faut finalement élaborer un plan concerté et intégré d'industrialisation de l'Afrique ? Je pense qu'elle gagnerait justement à orienter cette coopération sud-sud vers des actions concertées et vers une mutualisation des moyens, comme je l'avais dit précédemment. Nous avons des espaces économiques, nous avons l'Union africaine, nous avons la CEDEAO, nous avons l'UEMOA, nous avons la CEMAC. Donc nous avons des structures qui sont pensées pour favoriser justement le construire en commun de l'Afrique. Mais nous avons l'impression que la politique, la gestion des questions politiques ou des conflits politiques, je prends par exemple la CEDEAO, prend souvent le pas sur la véritable
création et le développement, la dynamisation d'un espace économique. Donc, l'entreprendre ensemble, le construire ensemble, l'innover ensemble doit véritablement être la priorité des dirigeants africains pendant les années à venir, j'ai envie de dire les décennies à venir, si nous voulons réellement rêver d'une Afrique plus industrialisée, d'une Afrique plus moderne et surtout une Afrique plus en phase avec les défis de son temps. Est-ce à dire que la politique de concurrence doit être encouragée sur le continent? Je ne sais pas si je parlerais de politique de concurrence ou plutôt d'encourager la compétitivité ou la compétition saine entre économies et entre opérateurs économiques, surtout cela. On peut aussi penser, pour être plus fort, à la mutualisation de nos ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient au niveau de nos capitaux donc financières, ou qu'elles soient au niveau des compétences technologiques. En vous parlant de ça, je pense à l'exemple d'Airbus, par exemple, en Europe, où vous avez un savoir-faire français, allemand, qui s'est réuni pour créer un géant de l'aéronautique qui fait concurrence, qui va concurrencer aujourd'hui un autre géant américain qui est Boeing. Et c'est à cela qu'on doit penser aujourd'hui. On a eu très récemment la Chine, le Nigeria qui s'est doté d'une première ligne, vraie ligne de TGV qui a été produite par la Chine. Je rêve que le Nigeria qui est déjà pionnier dans tout ce qui est l'industrialisation et dans la sous-région ouest africaine, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des ingénieurs togolais, béninois ou je ne sais autres et des capitaux africains pour partir par exemple dans une aventure commune africaine de révolution de nos transports au lieu de toujours regarder vers l'extérieur. C'est de ça qu'on parle et c'est en commençant à avoir l'audace, parce que c'est de l'audace. Le plus facile, c'est toujours d'aller chercher là où c'est déjà fait, là où la compétence est déjà là. Mais si nous pouvions, nous étions la génération d'Africains qui serait un peu plus audacieuse et qui pourrait se dire, nous avons passé tellement de temps en Occident et nous avons été dans les mêmes écoles et nous avons le même savoir-faire. Si on nous donne les capitaux, si on nous donne le matériel et les infrastructures nécessaires, nous serions à même d'être les pionniers, même dans un domaine technologique. Il ne nous est pas interdit d'y croire ou du moins d'en rêver. Émergence. Lamsassi. On tire tout droit vers la fin de cette émission, madame. Vous faites partie de la diaspora africaine en Europe. Comment justement renforcer davantage les synergies avec les diasporas pour le développement effectif du continent? Vous savez, il est souvent demandé à la diaspora qu'est-ce qu'elle peut faire pour contribuer au développement du continent. Et moi, parfois, j'ai envie de poser la question autrement, à savoir comment l'Afrique peut faire pour aider sa diaspora et pour encourager sa diaspora à la construction du continent. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. La diaspora, en beaucoup de choses, joue sa partition. Beaucoup de pays le disent. On a vu que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali et chez nous au Togo, on parle souvent des transferts de la diaspora, de l'apport financier de la diaspora qui vient concurrencer très souvent l'aide au développement. Maintenant, au-delà de ça, la véritable question, c'est le véritable défi, c'est de créer un environnement économique ou un environnement socio-économique stable pour que la diaspora puisse venir investir et surtout que cet investissement ne soit pas perte et profit. Et ça passe par l'établissement, l'élaboration d'un état de droit. Ça passe par une justice, une véritable justice et une véritable transparence dans l'environnement des affaires. Ça passe par une indépendance totale de la justice et de la politique. Donc, il va falloir aussi que les gouvernements créent les conditions idoines
pour que la diaspora puisse investir, pour que la diaspora puisse devenir un apport, au-delà de l'apport financier, mais un apport humain. C'est-à-dire qu'il faut que moi, en tant que membre de la diaspora, je puisse rentrer et investir au Togo sans avoir peur que mes années d'économie ne soient perdues en l'espace de quelques mois parce que l'environnement n'est pas propice. Et j'insiste là-dessus parce que la question n'est pas souvent posée en ces termes-là. On dit que la diaspora doit contribuer, que la diaspora doit cotiser. Et vous savez, la diaspora a fait beaucoup les années passées. Peut-être pas assez, mais nous ne devons pas oublier ce qu'elle fait. Elle a cotisé, elle a fait des actions sociales, elle envoie de l'argent et elle joue un petit peu le rôle de parapluie social que l'État n'est pas en mesure de jouer aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on puisse aller au-delà de cela et de ne pas juste parler d'apport de la diaspora en tant qu'aide, mais de parler d'apport de la diaspora en véritable investissement. Et je veux donner ce dernier exemple, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tout un tas de politiques qui sont menées pour attirer les investissements étrangers. Mais quelles sont les politiques qui sont menées pour favoriser l'entrepreneuriat de la diaspora? C'est une question que nous sommes dans le droit de nous poser. Aujourd'hui, il y a plein de processus d'allègements fiscaux pour les investissements étrangers, pour les investisseurs étrangers. Que fait-on aujourd'hui pour donner un coup de pouce au diasporien qui veut investir dans son pays, qui veut entreprendre, qui veut créer de l'emploi et de la valeur dans ce pays? Et ça, je pense que c'est aussi la responsabilité des gouvernants de faire des politiques favorisant l'investissement de la diaspora et pas seulement des transferts de fonds de la diaspora. Merci madame. Merci à vous, monsieur Assis, et à toute l'équipe de Taxi FM pour m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Émergence. Nous avons eu le plaisir d'avoir été avec madame Delali Atioupou, togolaise. Elle est en France, économiste de formation. Elle est consultante en stratégie et en communication. Elle est aussi la présidente de la commission communication et compétitivité du Centre africain de veille et d'intelligence économique. L'Afrique n'est pas le maillon faible. À la semaine prochaine. Émergence. Lamsassi